Bienvenue, merci à toutes, merci à tous d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette session de travail que nous organisons pour échanger autour du digital comme formidable accélérateur des objectifs du développement durable que CIO Mag organise en partenariat avec Huawei et Fast Track Africa. Et nous sommes contents de pouvoir recevoir tout ce beau monde autour de cette table pour pouvoir échanger là-dessus. Et je laisserai tout à l'heure la parole à Camille pour qu'elle puisse faire la modération. Donc, pour commencer, je vais vous présenter. Donc, je suis Mohamed Diallo, directeur et fondateur de CIO Mag, qui est un magazine panafricain, qui est édité en France et diffusé dans tous les pays francophones d'Afrique. Et donc, nous organisons des colloques, des conférences autour de la transformation digitale depuis une dizaine d'années. Donc, c'est dire que nous avons connu et nous continuons à accompagner cette transformation digitale du continent africain. Et c'est quelque chose qui est au centre de nos préoccupations. Maintenant, il est peut-être certain que c'est important de faire un recul par rapport à ce qu'on a vécu dans le cadre de cette crise que nous traversons aujourd'hui, cette pandémie de la crise Covid-2019. Et je pense que la plus grande leçon qu'on doit tirer de cette Covid, c'est la grande humilité par rapport à nos certitudes. Puisque aujourd'hui, nos certitudes que nous avions en termes de science, en termes de technologie, en termes de maîtrise de nos destins, cette crise est venue tout chambouler en quelques temps. Et donc, on s'est remis à se poser des questions sur la façon de travailler, sur la façon de se soigner, sur la façon de travailler, de collaborer, etc. Donc, à l'image de la médecine qui a permis de sauver des vies humaines, le numérique est sans conteste contribué au sauvetage des économies, au maintien des liens sociaux. Certes, cette bascule forcée vers le télétravail s'est déroulée dans l'urgence et dans l'impréparation la plus totale. Mais elle a permis d'accélérer le processus de transformation digitale de centaines de millions d'entreprises et d'administrations dans le monde de façon inéluctable. On parle d'un saut de 5 années d'accélération en termes d'adoption des technologies de l'information et de la communication. Le digital a su s'imposer pour prendre la place qui est la sienne en très peu de temps. Donc, cette accélération, ces capacités de résilience rendues possibles grâce au numérique ne devraient justement pas occulter la responsabilité de l'humain sur la préservation de l'environnement. Donc, je voulais axer mon propos autour de ça, autour de l'environnement, et plus spécifiquement sur l'empreinte écologique. Il y en a aujourd'hui qui considèrent que l'Afrique contribue très peu, l'Afrique pollue très peu, et donc on est en phase d'équipement des outils numériques, donc on ne devait pas se soucier donc, de l'empreinte écologique made in Africa. Contrairement à cela, donc je pense qu'on devrait maintenant penser à l'avenir du continent, en raison donc de ce faible héritage du numérique, de façon naturelle, s'engager en faveur de la sobriété numérique. Pour l'heure, il s'agit de réfléchir de la façon de réduire notre usage des technologies du numérique. Cet usage avec la production des équipements télécoms, donc aujourd'hui tout ce qui est câbles, terminaux, data centers, représente à l'heure actuelle plus de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est important, même si ça représente la moitié de ce que produit aujourd'hui l'activité des aéronautiques. Donc 4%, ce n'est pas énorme, mais ça commence à monter en puissance quand on voit les usages qu'on en fait. C'est pourquoi je voulais faire un plaidoyer autour de ça, en disant qu'on devrait réfléchir dans le cadre de ces ODD. Certes, le digital, le numérique permet d'accélérer les usages, permet d'accélérer l'atteinte des objectifs du développement durable vers le numérique, vers les atteintes des objectifs que nous avons fixés dans le cadre des Nations Unies. Mais on devrait quand même réfléchir à l'empreinte digitale que cela représente. Donc voilà, c'est vraiment un petit rappel que je voulais apporter par rapport à cela. Donc l'empreinte digitale, l'empreinte écologique qu'on a par rapport à notre responsabilité et de le renforcer pour que l'Afrique soit au rendez-vous de ce 21e siècle. Encore une fois, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires, l'ensemble des participants pour cette collaboration. Cette prise en conscience de cette empreinte écologique qui va bouleverser le monde dans les années à venir par rapport à ce que nous allons produire en termes d'énergie pour gérer les câbles, pour gérer les data centers, etc. Donc ça va produire énormément et ça représente 4% de la pollution au niveau mondial. J'exhorte tous les participants, donc je vois il y a des opérateurs, il y a des startups parmi nous, il y a des administrations parmi nous, il y a des fabricants parmi nous, et j'exhorte vraiment à vraiment réfléchir là-dessus,
à réfléchir sur l'avenir de notre continent, l'avenir de nos responsabilités sur cette empreinte écologique. Voilà, donc c'est là que je voulais axer mon propos en attendant de laisser la parole à Camille Dubreuil pour continuer la modération de ce panel. Et je reprendrai la parole à la fin pour la conclusion. Merci à tous et bon panel. Bonjour à tous, donc moi je suis Camille Dubreuil, coordinatrice de rédaction à CIO Mag. Merci beaucoup Mohamedou pour cette très belle introduction qui nous pousse effectivement à réfléchir. Et on est là pour justement réfléchir tous ensemble à cette façon d'adresser les ODD, les objectifs de développement durable. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, cher public, d'accueillir aussi nos éminents panélistes pour échanger autour de cette thématique, donc je le rappelle, le digital, formidable accélérateur pour l'atteinte des ODD. Mohamedou a évoqué la crise dans laquelle nous sommes en ce moment, mais c'est vrai qu'il est aussi temps d'aborder le mouvement de relance post-Covid et il nous semble propice dans ce cadre de nous interroger sur les opportunités offertes par le digital pour booster l'atteinte des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. Donc, je le rappelle, les ODD sont au nombre de 17. Il s'agit d'un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, pour protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Pendant la crise, nous avons tous observé l'esprit d'innovation et la capacité de résilience présente partout dans le monde, mais surtout en Afrique, si bien que les innovations qui ont servi pour accompagner les différentes stratégies de résilience, nous en sommes persuadés, pourront aussi servir de support pour accélérer l'atteinte des ODD. Donc on est aujourd'hui ici réunis pour tenter de répondre à plusieurs questions. Comment le digital et l'innovation peuvent être un levier pour favoriser le développement? Comment accélérer les accès aux infrastructures pour favoriser l'inclusion économique de plusieurs populations? Comment renforcer les activités entrepreneuriales associées aux technologies numériques en vue d'accroître la création de valeur? Comment concilier développement durable et accélération de la transformation dans le contexte africain? Et est-ce que c'est un luxe pour un continent qui doit rattraper son retard? Autant de défis qui se posent à l'Afrique. Et pour répondre à ces questions, nous accueillons 5 personnalités issues des secteurs publics et privés et qui ont beaucoup à partager avec nous leurs expériences et leurs analyses. Donc, sont présents avec nous aujourd'hui Papa Amadou Sarr. Je ne sais pas s'il a pu se connecter. Papa Amadou Sarr est donc ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au Sénégal. Fondée par le président Macky Sall, la DER, comme on l'appelle, vient de boucler 3 années de défis consacrés à l'inclusion sociale des femmes et à l'innovation des jeunes. Nous accueillons aussi Adnen Ben Alima, vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa. Adnen Ben Alima a contribué à la conception et à l'implémentation de plusieurs projets importants dans la région, notamment au Sénégal, au Tchad, au Mali, en Algérie, au Maroc et en Mauritanie, des investissements qui ont permis le renforcement des infrastructures de communication dans ces pays. Adnen, bonjour. Bonjour à tous, je suis vraiment très ravi d'être avec vous et merci à Chiaomag pour l'invitation. Merci, on vous retrouve très bientôt pour les questions. Ensuite, nous accueillons Amadouli. Amadouli est le fondateur d'Akili, qui est une société technologique de services énergétiques qui développe des solutions pour les opérateurs de services publics d'électricité et d'eau, qui visent à améliorer leur performance opérationnelle. Amadouli, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités à participer à cet événement. Merci à vous d'y participer. Ravi aussi d'accueillir Aïcha Dembélé. Aïcha Dembélé est fondatrice de Sodokotoro, une jeune entreprise malienne qui facilite les prises de rendez-vous médicaux et voilà, qui permet de prendre facilement contact avec des médecins pour des visites à domicile. Donc, on est en plein dans le domaine de la e-santé. Aïcha, bonjour. Bonjour Camille. Ravi de vous accueillir pour cette belle table ronde. Et enfin, nous avons Ahmed Salif Kamara, qui est directeur général de l'Agence des technologies de l'information et de la communication, donc l'AGETIC au Mali. C'est donc un établissement public à caractère scientifique qui a comme principale mission la modernisation de l'administration malienne. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être parmi vous, de pouvoir participer à cet échange qui va sans nul doute contribuer déjà à poser les jalons pour de futures décisions politiques et
aussi pousser les entreprises à se positionner dans le cadre de l'atteinte des ODD. Merci. C'est ambitieux, mais on va y arriver. Merci, merci à vous. Avant de commencer à poser les questions à nos panélistes, je voulais juste préciser à tout le public que vous avez un chat, un onglet questions. Donc, vous pouvez poser bien sûr vos questions dans cet onglet et puis on va essayer de les faire remonter pour pouvoir les adresser directement à nos panélistes pour permettre un petit peu d'échange, comme je sais que ça peut être parfois un peu frustrant de ne pas pouvoir se retrouver en présentiel. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions directement et je transmettrai. Alors, je voulais commencer dans une première… Alors, est-ce que, excusez-moi, mais est-ce que Monsieur le ministre est arrivé ? Je crois qu'il n'est pas encore arrivé, donc on va commencer un premier tour de table et il devrait nous rejoindre en cours de conférence. Il est dans le sud du pays, donc voilà, c'est pas forcément très facile pour lui de se connecter, mais il va nous rejoindre. Donc je vais commencer tout de suite avec une première partie que je voudrais aborder autour de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, on peut dire que c'est un moyen pour atteindre les objectifs de plein emploi, ou en tout cas, on peut se poser la question. Donc, l'objectif de plein emploi, c'est l'objectif 8, l'ODD numéro 8. Une croissance économique soutenue et partagée peut entraîner des progrès, créer des emplois décents pour tous et améliorer le niveau de vie. On peut donc se demander en quoi l'entrepreneuriat peut favoriser l'atteinte de cet ODD et aussi comment les grandes structures, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent aider à soutenir l'entrepreneuriat en favorisant le recours aux startups et aux innovations locales. Donc, en l'absence de Monsieur le ministre, je vais commencer avec Monsieur Ben Alima. Voilà, donc je rappelle que vous êtes vice-président au sein du groupe Huawei. Et donc, les grandes entreprises telles que Huawei peuvent être pourvoyeuses de beaucoup d'emplois. Je voulais vous interroger sur la démarche du groupe dans ce sens, notamment en ce qui concerne la formation des employés sur les marchés africains, le recrutement des compétences locales, et puis d'aller un petit peu au-delà de cette question, parce que je sais que Huawei mène des programmes assez ambitieux en ce qui concerne la promotion de l'entrepreneuriat et pour soutenir l'écosystème de la formation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ? Alors, merci beaucoup Camille pour la question. En fait, moi j'aborderai cette question selon deux angles de vue. Le premier, c'est ce que Huawei est en train de faire sur le continent africain. Le deuxième volet, c'est quel est le rôle du digital pour ce secteur, enfin surtout pour le secteur de l'emploi, comment garantir et se rapprocher du plein emploi de façon générale. Alors, pour parler de Huawei, elle existe à peu près dans tous les pays de l'Afrique. On emploie à peu près 9000 personnes sur le continent. La plupart de nos employés sont des ingénieurs, d'accord ? Et donc, c'est ce que nous faisons de façon directe, c'est les employés que nous avons de façon directe. Après, de façon indirecte, nous avons beaucoup de partenaires, beaucoup de sous-traitants qui tournent autour de nous, qu'on considère comme l'extension de notre équipe et qui nous aident à développer des projets dans tous les pays. Et je peux dire que les emplois indirects qui tournent autour de Huawei sont beaucoup plus que 9000. Je ne veux pas m'avancer sur un chiffre, mais c'est un nombre très conséquent, ce qui démontre qu'on arrive à laisser un impact positif dans chaque pays où on opère. Alors, ensuite, notre contribution, nous, dans le secteur d'éthique, on croit beaucoup à l'écosystème. On croit à la formation des jeunes, on croit à la formation des talents. Donc, Huawei, à part le fait qu'elle forme ses propres employés pour être efficace sur les projets qu'on délivre, aussi sur la formation de nos partenaires, la formation de nos clients, qui est une chose très évidente. On a beaucoup de programmes sur lesquels on travaille depuis des années maintenant, qui sont développés dans tous les pays pour former, pour partager plus notre savoir-faire et dynamiser l'écosystème, dynamiser l'écosystème d'éthique pour avoir plus de résultats. Et je l'expliquerai tout à l'heure comment on voit les choses dans ce sens-là. Donc, Huawei a plusieurs programmes éducatifs. On parle par exemple de ICT for All, ou Tech for All, ou Skills for the Future, que je vais détailler un petit peu. Donc, ICT for All, par exemple, c'est un programme de formation en ligne
c'est Tech for All qui est un programme de formation en ligne qui permet à des personnes d'accéder à des cours en ligne pour être formés sur des technologies nouvelles proposées par Huawei. Donc, ICT for All, c'est un programme de coopération avec des universités. Donc, dans chaque pays, on a des coopérations avec des universités pour former des professeurs qui eux-mêmes vont former les étudiants. Et on a des objectifs très ambitieux. Je citerai quelques chiffres. Donc, à date, on a plus que 50 000 personnes qui ont été formées sur des nouvelles technologies comme la 5G, l'intelligence artificielle, le cloud, le big data, ou l'IoT, l'Internet of Things, d'accord? Mais notre vision, elle dépasse largement ce nombre parce que, si j'ose dire, on aimerait bien avoir à peu près 10 000 personnes par pays sur les 5 prochaines années. Donc, vraiment, nos ambitions sont très grandes et notre objectif, c'est vraiment d'avoir le maximum de personnes qualifiées sur le continent africain qui pourraient contribuer à leur tour de dynamiser cet écosystème d'éthique que j'expliquerai pourquoi il pourrait être bénéfique au pays dont on parle. L'éthique, de façon générale, ou le digital, c'est l'outil le plus évident et le plus efficace pour parler de croissance économique. Et ça a été démontré dans plusieurs secteurs. Donc, si on a un outil qui est formidable, qui lui-même fait travailler, qui est fourni de l'emploi aux personnes, mais en même temps, c'est un outil qui permet d'accélérer la croissance économique, de booster certains secteurs. Et dès qu'on parle d'accélération économique, on parle directement d'emploi. D'une façon indirecte, le digital va encore créer des emplois, va encore contribuer à offrir plus d'opportunités aux jeunes sur le continent africain. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que le continent africain, il est très jeune, la population elle est très jeune, et donc on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de ressources à identifier, à former pour qu'elles soient efficaces dans ce secteur. Mais il faut aussi voir plus loin parce que d'après les prévisions, d'ici 2050, la population en Afrique va doubler. Donc, partant de ce principe-là, il faut vraiment qu'on se prépare à cette opportunité et challenge en même temps, parce que les jeunes, les capacités humaines, c'est une opportunité pour un continent, mais en même temps un challenge parce qu'on doit aussi organiser les vies, organiser les secteurs économiques, bâtir quelque chose sur de bonnes bases. Et la technologie, si je vais résumer mon intervention, permet deux choses. Elle permet de garantir un usage plus efficace de ressources disponibles, et ça, c'est dans tous les domaines. Elle permet aussi de faire abstraction au temps et faire abstraction au lieu. Ça veut dire que la technologie peut permettre à des gens qui ne sont pas forcément dans un même lieu de collaborer ensemble, comme ce qu'on fait maintenant ensemble, mais ça peut être dans des scénarios plus reliés à certains secteurs économiques. En même temps, le principe de cloud dont je vais parler peut-être tout à l'heure, la cloudification de ressources, maintenant on parle de cloud pour les machines, mais il faut aussi parler de cloud pour les personnes parce qu'on peut fournir l'expertise des personnes à tout moment et à tout lieu. On n'a pas besoin de dédier des personnes pour qu'ils travaillent à 50% de son temps dans un contexte particulier. Donc, du coup, on peut cloudifier les personnes et fournir leurs expertises à tout moment ou à différents endroits. Donc, la technologie, de façon générale, elle offre beaucoup de possibilités d'emploi. Nous, on y croit et on forme les gens pour qu'ils aient cette capacité ou ces certifications pour travailler. En même temps, c'est un accélérateur économique qui pourra booster les différents secteurs, qui permettra de créer encore plus d'emplois de façon générale. Merci beaucoup Adnen Ben Alima pour ce retour d'expérience. Et voilà, on est ravis d'entendre des grandes ambitions de Huawei dans ce sens-là. Vous parliez de la jeunesse et c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement en vogue en ce moment et pour cause. Comme vous le dites, la population est très jeune et il va bien falloir fournir des emplois à tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. On a aujourd'hui deux belles success stories d'entrepreneurs. Je vais commencer par Amadouli. Amadouli donc était promis à une grande carrière en France. Il en fait une pas moins grande aujourd'hui, mais il a choisi de rentrer au Sénégal pour monter son entreprise.
Et voilà, on est ravis de l'accueillir aujourd'hui pour nous parler de cette expérience d'entrepreneuriat. Voilà, il va nous raconter un petit peu pourquoi avoir choisi cette voie, pourquoi être rentré au Sénégal. Donc, Amadouli, je voulais vous poser la question, en quoi l'entrepreneuriat est-il une solution pour répondre à la problématique de l'emploi? En tout cas, c'est ce que vous avez choisi. Et on pourrait aussi parler par rapport aux manifestations qu'il y a eu au Sénégal un petit peu ces derniers temps. Est-ce que donc l'entrepreneuriat est une voie pour les jeunes pour accéder à l'emploi? Merci Camille. Bon, bonjour encore une fois à tous, parce que je vois qu'au fur et à mesure que M. Adnan était en train de parler, les participants se connectaient de plus en plus. Donc, il y en a qui n'ont pas vu sûrement le début et n'ont pas entendu notre bonjour. Et j'en reprofite encore pour dire merci pour cette invitation que vous nous avez faite. Alors, également, puisqu'on est dans le mois saint du Ramadan en ce qui nous concerne, nous autres musulmans, je voudrais profiter de l'occasion, puisqu'on est dans un panel qui nous permet d'accéder à différentes personnes à travers le monde, souhaiter à tous nos compatriotes musulmans un excellent mois de Ramadan. Alors, Camille, pour revenir à votre question, je ne vais pas revenir sur mon parcours ou sur EDF, etc. Et j'aimerais aussi préciser que je ne suis pas le seul fondateur de Akili. J'en suis effectivement le premier fondateur pour avoir été celui qui a pensé le projet, etc. Mais dès lors que je suis allé chercher des partenaires pour pouvoir le réaliser, j'en deviens un cofondateur avec Sambala Obendiaï, qui est notre DSI, et Victor Gorondiaï, qui est un consultant en stratégie d'entreprise bien connu en Afrique. Donc, je reviens sur votre question sur en quoi l'entrepreneuriat peut être un levier pour la création d'emplois. J'ai envie de dire que par essence, c'est le rôle même de l'entreprise de créer des emplois. C'est le premier vecteur de création d'emplois. Si on essaie de créer des emplois en dehors de l'entreprise, je pense que ça voudrait dire qu'on est en train de prendre le problème par le mauvais bout. Donc, c'est plutôt normal que l'entrepreneuriat soit le canal pour la création d'emplois. La question, c'est comment faire, enfin en tout cas, si j'élargis la question, c'est comment faire pour justement faciliter l'entrepreneuriat, comment faire pour promouvoir l'entrepreneuriat, comment faire pour attirer les gens vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est une première sous-question que je vois. La deuxième sous-question que je vois, c'est une fois qu'on a aidé les gens à se lancer, comment faire pour pérenniser justement les entreprises et pérenniser les emplois. Faire également en sorte que les emplois qui sont créés soient des emplois décents, des emplois qualifiés. On est en train de parler ici de technologie, de digital. M. Adnan parlait tout à l'heure de Huawei, où disait que le plus clair de leurs effectifs était constitué d'ingénieurs. Par définition, ça, c'est des emplois qualifiés. Est-ce que justement le système, nos États sont justement organisés de telle sorte à préparer ce qu'il faut en termes de ressources, de gens qui ont les capacités qu'il faut pour pouvoir justement porter ces emplois-là. Donc, et avant de commencer la réponse, donc je vais revenir sur ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez raison, vous avez parlé des événements de début mars. Alors, tristes événements. Et si on regarde un peu, on voit qu'on a traversé des événements qui sont douloureux et définitivement qu'on ne souhaite pas voir, ou en tout cas qu'on ne souhaite plus voir se reproduire. Tant ils ont mis en danger ce qui fait l'essence même de la nation. Et en réponse à ces problèmes qui ont été soulevés, le président Macky Sall, son Excellence le président Macky Sall, a pris des engagements sur différents domaines, notamment pour apporter des réponses à ces problèmes qui ont été soulevés. Et un des principaux points, c'est celui de l'emploi des jeunes. Et à ce titre, justement, le ministre Papa Modou Sarr n'est pas là, mais il fait partie, l'institution qu'il dirige, qui s'appelle la DRFJ, fait partie des 3 instruments principaux qui existent justement pour adresser cette question de l'emploi des jeunes. Il y a l'ADER, il y a l'ANPEJ pour les questions de formation, etc. Et il y a le FONGIP, qui est une sorte d'instrument de garantie pour faciliter justement la promotion de tout cela. Alors, ma conviction personnelle, c'est que bien sûr, il faut s'appuyer sur ces instruments-là, mais encore une fois, je le disais, par définition, l'entreprise a vocation à créer des emplois. Donc, il n'y a pas, parce que c'est un lieu de création de valeur, donc par définition, elles sont tout le temps préoccupées sur comment faire pour élargir leur empreinte, comment faire pour gagner des parts de marché, développer leurs activités. Et ce développement va de pair avec la cooptation de nouveaux collaborateurs qui permettent de créer cette valeur. Donc, encore une fois, c'est naturel. Et la question, c'est, en tout cas, si on prend l'exemple du Sénégal, on peut créer ces emplois en s'appuyant sur divers secteurs, l'agriculture, l'élevage,
Alors, je fais exprès de commencer par ça, hein, parce que je pourrais parler du digital directement, etc. Mais ce serait une portion congrue qui ne concerne pas tous les Sénégalais. Or, l'emploi des jeunes fait l'ensemble des Sénégalais. La jeunesse n'est pas constituée que d'ingénieurs, que de gens qualifiés. Elle est constituée aussi de jeunes qui, pour certains, n'ont pas été à l'école, pour d'autres, se sont arrêtés assez tôt. Et même pour certains, ils ont fini leurs études, mais ils n'ont pas pu avoir des opportunités pour s'insérer et mettre en pratique ce qu'ils ont appris, au point d'en désapprendre pour certains. Donc, je fais exprès de parler, par exemple, des opportunités qui sont faites par les domaines agricoles communautaires, qui sont faites par l'élevage et par la petite et moyenne entreprise ou industrie qui doit coller à ces domaines de l'agriculture et de l'élevage pour justement maximiser la capacité comment on appelle ça, de création de valeur et de domestication de la valeur à travers justement l'industrie de première, voire de deuxième transformation. Mais puisque ce qui nous intéresse, c'est le digital, moi, je considère que la digitalisation en cours de nos économies, et qui s'observe partout, il n'y a aucune, en tout cas, je ne vois pas de secteur d'activité aujourd'hui où le digital n'est pas déjà rentré, ou voire n'a pas quasiment phagocyté toute la chaîne de valeur. Le digital offre un potentiel extraordinaire, donc d'abord d'innovation et de développement de nouvelles activités, et par là même de création d'emplois. Et si je prends l'exemple d'Akili, nous avons décidé de nous intéresser au secteur de l'énergie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce que nous faisons, mais comme vous l'avez dit dans la présentation, nous apportons des solutions qui ont vocation à faciliter la vie aux opérateurs électriciens, à améliorer la performance, à aider les consommateurs à être beaucoup plus, à mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Je vois qu'il y a le ministre Papa Amadou Sarr qui vient de se connecter. Je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse une pause pour que vous puissiez l'accueillir. Camille? Oui, vous m'entendez? Monsieur le ministre, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Super. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je finis juste Monsieur Amadouli, on revient à vous après. On va peut-être accueillir Monsieur le ministre parce que je sais qu'il a peu de temps et que les problèmes de connexion sont… Vous pouvez laisser, M. Ely terminer. D'accord. Vous pouvez laisser M. Ely terminer, vous me mettez en mute. Je suis sur la route, j'écoute. Merci. Ok, super. Merci Monsieur le ministre, à tout de suite. Donc Monsieur Ely, je vous laisse finir votre propos. Ok, merci. Donc, je disais qu'encore une fois, ma conviction, c'est que donc, ce digital-là est un formidable levier pour justement créer les emplois, mais que justement, il y avait un certain nombre, me semble-t-il, de préalables qu'il faudrait arriver à lever, en tout cas à remplir avant de pouvoir accéder à ces emplois-là, à la création de ces emplois-là. La formation, je ne parle pas seulement de la formation initiale, mais de la véritable formation à l'entrepreneuriat. Parce qu'en vérité, il ne s'agit pas d'avoir des idées. Il y a quelqu'un récemment qui a fait une boutade au Sénégal pour dire qu'on ne finançait pas des projets, mais des idées de projets. Je pense que ce qu'il faut entendre par là, au-delà de la boutade, c'est qu'effectivement, avoir une idée de projet, souvent, c'est assez facile. Parce que, en tout cas, c'est assez facile. Pour ceux qui les ont, c'est assez facile parce qu'ils regardent les problématiques dans des secteurs auxquels ils s'intéressent, ils voient des solutions et ils commencent à vouloir les implémenter. C'est une chose d'avoir une petite idée ou une grande idée et de commencer à la développer. C'en est une autre de basculer de l'idée à une entreprise avec tout ce que ça demande comme autre fonction qu'on ne connaît même pas si on n'a pas été préparé à cela, en termes de gestion, en termes d'organisation, en termes d'anticipation, de planification, etc. Et ça, c'est extrêmement important que la formation, quand je dis la formation, ce n'est pas seulement de demander aux gens de faire des business plans. C'est important de faire un plan d'affaires, mais le business plan n'est qu'une des composantes. Il y a plein d'autres choses qu'il faudrait faire pour justement s'assurer que les gens à qui on donne des ressources publiques, alors ce n'est pas gratuit, c'est des prêts, certes, mais ça reste quand même des ressources publiques qui ont été mobilisées, qu'on puisse justement les accompagner pour s'assurer qu'on maximise la chance de succès justement de ces financements-là. Mais définitivement, les instruments sont là, la volonté est là. Je le disais, il y a des instruments ad hoc aujourd'hui au Sénégal pour cela. Il y a également une volonté, la jeunesse, elle est là, elle a envie, notamment sur cette question du digital. Si vous allez dans les écoles d'ingénieurs ici, vous allez voir à quel point ils ont des esprits prolifiques. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui manque. Le financement, oui,
la formation, oui. Et après, bon, certainement, des dispositifs d'accompagnement aussi. Par exemple, avoir une start-up qui vient de démarrer et de commencer à lui poser tout de suite une certaine forme de pression fiscale, etc. Bon, peut-être qu'à l'image du code des investissements qui a lieu, qui a été mis en place pour certaines catégories d'investissement, je sais qu'il y a la Start-up Act au Sénégal, eh bien, il faudrait regarder sur le plan fiscal, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre en place des mécanismes de suspension ou en tout cas soit carrément d'être exempté. Si ce n'est d'exemption, au moins de suspension pendant les 3 premières années peut-être ou les 5 premières années, puis après un mécanisme de remboursement qui ne soit pas brutal, mais qui soit lissé dans les 5 ou 10 années qui suivent, etc. Enfin bref, il y a beaucoup à faire en termes de réflexion. Mais clairement, le digital est une formidable opportunité. La crise économique l'a montré, enfin économique sanitaire qui est en train de se muer en crise économique l'a montré. Et de manière générale, les problématiques qu'on rencontre d'efficacité dans nos différents secteurs d'activité suggèrent que ce digital-là est un formidable levier pour pouvoir apporter de la création de valeur, accroître la capacité de création de valeur aussi bien pour les secteurs existants, enfin pour les acteurs existants, que pour les nouveaux acteurs qui sont les start-upers comme nous qui arrivent avec des idées qui veulent quand même trouver leur petit trou de souris dans la chaîne de valeur. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Monsieur Ly. C'est parfait, hein, ça nous fait une transition parfaite aussi pour accueillir Monsieur le ministre, donc Papa Amadou Sarr, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle qu'il est donc ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au Sénégal. Voilà, donc je suppose, Monsieur le ministre, que vous avez entendu l'intervention de Monsieur Ly, et c'est vrai que pour renforcer cet écosystème et voilà, faire avancer les startups, il y a forcément besoin, à un moment ou à un autre, d'une volonté politique et d'une impulsion, d'une aide des pouvoirs publics. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que c'est justement le rôle de votre ministère d'aider dans cet objectif, donc de développer l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat des populations qui ont plus de difficultés à s'inclure sur le marché du travail. Donc, on parle des femmes et des jeunes. Alors, il risque d'y avoir un peu de bruit. Je suis sur la route vers le sud du Sénégal, en Casamance, où nous sommes en train d'accompagner les jeunes. Je crois qu'on a un petit souci de son. Monsieur le ministre, je ne vous entends pas. D'être parmi vous et que je suis en phase avec ce qu'a dit Amadou tout à l'heure pour dire que le digital aujourd'hui est un moyen formidable de création d'emplois et je le félicite son entreprise Aquilé pour le travail remarquable qu'il a pu faire avec la Sénélec. Il y a eu quelques péripéties récemment, mais bon, je pense que ça fait partie du parcours de tous les entrepreneurs. Et je suis sûr qu'ils vont en sortir grandis au Sénégal et dans la sous-région. Et la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes que je dirige a été créée effectivement en 2018, il y a 3 ans de cela, avec comme objectif principal d'accompagner les jeunes entrepreneurs et les femmes. Et sur cela, nous avons pu aujourd'hui créer pas moins de 100 000 emplois à travers 60 milliards de francs CFA, un peu plus de 100 millions d'euros qui ont été investis sur l'ensemble du territoire national, prioritairement dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le Sénégal étant un pays agricole. Et le numérique est quand même, pour nous, un des secteurs clés. Comme l'a dit M. Ly, moi-même, j'ai piloté le processus d'obtention de la Start-up Act, la loi sur 3 ans. Et aujourd'hui, je suis heureux de lui dire que nous avons pu négocier et obtenir que cela soit élargi aux autres entreprises qui ne sont même pas des startups, mais qui sont créées en moins de 3 ans. Et l'objectif de cette Startup Act, c'est de permettre aux entrepreneurs, aux PME, de créer de l'emploi, de créer de la valeur ajoutée et de vendre à la destination Sénégal. C'est ainsi que pour le numérique, nous avons pu investir un peu plus de 5 millions d'euros, environ 3 milliards de francs CFA, pour une centaine de startups qui sont dans la deep tech, la blockchain, l'intelligence artificielle, l'agriculture connectée, la santé digitale, etc., etc. Et nous le faisons en partenariat avec les réseaux d'incubateurs du Sénégal, CETIC, Jocolab et autres,
mais aussi en partenariat avec les universités, car c'est le centre du savoir, aussi bien l'université Hassan Sek de Ziguinchor, où je suis actuellement, que l'université Gaston Berger de Saint-Louis, que l'école supérieure polytechnique de Dakar, avec qui nous avons eu à développer, par exemple, le Dr Care, le robot qui a été utilisé par le ministère de la Santé dans la lutte contre la Covid. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes start-upers qui ont gagné, je dirais, les trois prix du chef de l'État pour l'innovation ont été accompagnés par l'ADER. Et nous les avons accompagnés aussi bien à Paris, à Vivatech, où nous nous sommes rencontrés, mais aussi à CRS à Vegas, que dans d'autres aventures dans la Silicon Valley avec Stanford. Je crois qu'on vient d'avoir un petit problème de son. Ah. Et Berkeley. Aujourd'hui, Je crois que Monsieur le ministre a malheureusement été déconnecté. Voilà, il était en train de nous évoquer tout ce qui a été mis en place par le ministère pour booster l'entrepreneuriat au Sénégal. On va voir s'il peut finir son propos. En attendant, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Je vais passer la parole à Aïcha Dembélé, qui est donc la fondatrice de Sodokotoro, une start-up malienne, parce que c'est aussi une très belle success story. Donc Aïcha, merci encore une fois d'être avec nous. Et je voulais vous demander, vous, un petit peu votre point de vue sur cette question de l'entrepreneuriat. Est-ce que pour vous, ça a été une évidence? L'entrepreneuriat a été un moyen pour arriver sur le marché de l'emploi? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Et est-ce que vous encouragez d'autres jeunes à se lancer dans l'aventure? Okay. Merci Camille pour la question. Tout d'abord, Sodokotoro est le fruit du partenariat qui lie l'Université du Mali et Bamako Incubateur dans le cadre de la mise en œuvre du programme Genesis Startup Mali, qui a pour but d'accompagner les jeunes porteurs de projets et ressortissants du milieu universitaire. Donc, Sodokotoro est composé d'une équipe de développeurs et de médecins. Comme son nom l'indique, Sodokotoro signifie en français médecin à domicile. Nous sommes la première start-up malienne qui offre les services de santé de référence à base communautaire. Donc, nous rendons possible ces services en rendant opérationnelle la mise en relation directe des patients avec les médecins grâce à une plateforme web mobile. Le patient peut donc y obtenir un rendez-vous pour une consultation et des soins à domicile. Donc, pour cela, c'est simple, il peut passer un appel à travers un numéro de téléphone, c'est tout. Donc, les services rendus à domicile par notre structure portent sur les soins de premier niveau. Donc, ainsi, en fonction de la complexité des cas, Sodokotoro procède à un référencement vers les structures de santé spécialisées partenaires. Donc, les fonctionnalités principales de Sodokotoro sont au-delà de la mise en relation patient-médecin pour la prise de rendez-vous grâce à la géolocalisation, la consultation en ligne, la dématérialisation du dossier patient pour permettre les suivis, la délivrance électronique d'ordonnances, le paiement en ligne, l'affiliation des médecins et le référencement de l'ensemble des structures de santé. Pour finir, sur la base des informations collectées et leur enregistrement dans la base de données, le médecin le plus proche de la zone du patient demandeur, parmi ceux disponibles, se déplacera grâce à la moto et les kits fournis par Sodokotoro pour assister le patient demandeur. Donc, c'est le premier aspect de notre contribution. Le second réside dans la lutte contre le chômage. Donc, dans cette optique, pour lutter contre le chômage, nous travaillons sur des axes. D'abord, le recrutement des jeunes médecins formés par l'école de médecine pour servir la population qui est dans le besoin et qui, en raison du numerus clausus, ne trouve pas de travail une fois leur diplôme en poche. Ensuite, nous aidons ces jeunes médecins à mettre les pieds à l'étrier, donc en les mobilisant sur la base d'un paiement à l'acte. Le paiement de ces jeunes médecins par commission va leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'avantage attaché à ce procédé, c'est que notre solution favorise l'emploi des jeunes médecins en leur permettant d'exercer leurs compétences. Cela a pour conséquence d'améliorer leur employabilité.
Donc, c'est à cela que ce doctorat est un levier déterminant dans la lutte contre le chômage des jeunes médecins. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, Aïcha. Ravie d'écouter cette belle histoire. On va rester au Mali avec Monsieur Ahmed Salif Camara, qu'on n'a pas encore entendu et que j'accueille à nouveau. Voilà, Monsieur Ahmed Salif Camara, qui est directeur général donc, de l'AGETIC, qui est en charge de la modernisation des services publics maliens. Donc, Monsieur Salif Camara, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que vous êtes donc en plein dans le secteur public, sur la stratégie du gouvernement malien en faveur de l'innovation et de l'écosystème des startups dans le pays, et quelles sont les avancées dans ce sens? Monsieur Camara. Je suppose qu'on m'a donné la parole, mais je n'entends rien, moi. Est-ce que je suis avec vous? Nous, on vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que Monsieur Camara ne m'entend pas. Ahmed, on vous entend, vous pouvez y aller. Très bien, parce que là, on m'a donné la parole sans que je n'entende pas véritablement Camille, en fait. Donc, oui. Comme je le disais à l'entame de mes propos, c'est un honneur pour nous de participer à ce webinaire pour pouvoir échanger sur ce que nous faisons en tant qu'agence d'éthique au niveau du Mali, afin de soutenir les services de l'État dans la modernisation des activités. Et le thème aujourd'hui, c'est le digital comme véritable accélérateur pour l'atteinte des ODD. Il faudrait revenir un peu dans les objectifs même que nous nous fixons aujourd'hui en termes de résultats, en termes de développement durable. Si l'on prend les objectifs des entreprises, des gouvernements, nous nous rendons compte qu'en fait, tous cherchent à avoir un bien-être. Et comment est-ce que nous pouvons accéder au bien-être si nous n'avons pas une véritable organisation du travail, si nous n'avons pas une possibilité d'évaluation et de suivi de l'activité que nous menons? Donc, c'est là où nous avons vraiment la nécessité d'avoir des outils qui nous permettent d'abord de mieux nous organiser de façon quotidienne. Qu'est-ce que nous faisons quotidiennement en termes de tâches, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine du commerce, etc. Donc, tout cela, quel que soit le produit que nous développons, que nous produisons ou que nous commercialisons, nous avons besoin nous-mêmes d'abord de nous organiser. Comment est-ce qu'on va organiser notre travail, notre quotidien? Donc, d'où la nécessité véritablement d'associer le digital dans ce qu'on fait. Et sur le volet entrepreneuriat et aussi absorption du chômage, que l'on appelle souvent emploi décent, dans l'objectif 7 des ODD, il est important aujourd'hui de voir quel est le rôle des États aujourd'hui dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat. Quel est le rôle de l'État ou des États dans le cadre de l'absorption du chômage de façon générale. Nous, au niveau de l'agence d'éthique, de l'AGETIC, nous avons réfléchi dans un sens. On se dit aujourd'hui, quand nous prenons le cas du Mali, au niveau du Mali, vous avez des milliers de jeunes qui sont au chômage, qui ne savent pas quoi faire. Et vous avez encore des milliers de jeunes qui ont en réalité fait des formations et qui ne leur permettent pas de déboucher aujourd'hui. Nous avons beaucoup de littéraires, beaucoup de jeunes juristes, beaucoup de jeunes dans le domaine des finances, pendant qu'il y a très peu d'entreprises. Donc nous nous sommes dit, ce que nous pouvons faire pour absorber ce chômage-là, c'est déjà d'imaginer des solutions et de voir comment est-ce que nous pouvons vraiment transformer ces jeunes-là, aujourd'hui, qui sont à la base littéraire, en véritables agents, vraiment au service des communautés. Donc, nous avons mis en place un programme d'insertion, de reconversion des jeunes par rapport à leur employabilité. Donc, aujourd'hui,
nous avons un véritable challenge pour pouvoir transformer tous les littéraires en web marketeurs, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont très, très utiles. Et de l'autre côté aussi, nous sommes en train de mettre en place un processus de dématérialisation de toutes les démarches administratives. Lorsque vous permettez aujourd'hui, pour le cas du Mali, je prends tous les exemples pour le Mali parce que c'est ce secteur que je maîtrise le plus, vous avez aujourd'hui dans notre pays, pour quelqu'un qui cherche un emploi, il a besoin d'un casier judiciaire ou d'un certificat de nationalité. Et le casier judiciaire et le certificat de nationalité ne sont délivrés que dans le tribunal du lieu de naissance. Comment faire en sorte que quelqu'un qui vit à 1000 km de son lieu de naissance et avec l'insécurité qui aujourd'hui est en train de devenir et le manque d'infrastructures de transport et encore le manque de moyens économiques pour l'ensemble de ça, juste pour aller chercher un casier judiciaire qui n'a de validité que 3 mois. Donc, nous sommes en train d'imaginer des processus qui vont permettre à ce que les demandes se fassent en ligne, à ce que les livraisons puissent se faire d'un point A à un point B sans que l'usager lui-même n'ait à se déplacer. Donc, vous voyez que le digital aujourd'hui, ce n'est pas seulement un outil. En fait, c'est l'outil qu'il faut pour pouvoir changer vraiment la donne pour que nos pays puissent véritablement aller vers le développement. C'est une chance pour l'Afrique parce que nous avons accusé un véritable retard dans le cadre du développement, entre guillemets, parce que ça pose toujours à débat. L'Afrique ayant longtemps été restée en marge du rendez-vous mondial, donc il est important aujourd'hui pour nous de pouvoir faire ce retard-là, rattraper ce retard de façon très positive, c'est-à-dire commencer véritablement par des outils numériques qui permettent de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs que les autres pays qui, depuis des années, ont développé certaines infrastructures et que nous n'avons pas. Donc, si vous prenez aujourd'hui le cadre du mobile money, aujourd'hui, c'est un véritable succès et grâce au numérique que les transferts d'argent qui renforcent l'employabilité, l'économie au niveau de nos pays. Donc, énormément de choses importantes que nous devons continuer à développer et surtout soutenir la créativité, l'innovation au niveau des jeunes pousses parce que nous avons une jeunesse qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'initiatives et qui aujourd'hui travaille sans arrêt. Donc, les États doivent continuer à soutenir et à financer toute cette jeunesse-là pour éviter surtout que ces jeunes-là ne soient abandonnés et que ne soient finalement des potentiels djihadistes. Parce que Dieu seul sait que si un jeune n'a pas d'emploi, n'a pas de formation, et il est potentiellement recrutable par les ennemis du mal. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Je suis ravie d'avoir écouté votre réponse, très intéressante. Donc, on a bien vu là, dans cette première partie à quel point l'entrepreneuriat pouvait être une réponse à cette problématique de l'emploi et le rôle des pouvoirs publics aussi là-dedans. Puis on a écouté des belles success stories. Je voulais revenir maintenant sur cette question que vient justement d'aborder Monsieur Camara, cette question donc, du digital qui est partout, qui est dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la santé, l'agriculture, l'environnement, mais aussi donc, qui nécessite forcément des infrastructures très développées pour que le digital puisse faire fonctionner tous ces secteurs d'activité. Je vais poser la question à Adnan Ben Alima de Huawei, justement, parce que Huawei est au cœur de cette question de la mise en place des infrastructures. Donc, selon vous, comment déployer tout cela de façon rapide pour que le digital puisse servir au secteur clé, puisse être accessible à tous? Et je reviens aussi par là avec cette question que posait Mohamedou Diallo en introduction. Est-ce que c'est le déploiement de ces nouvelles technologies, de ces infrastructures technologiques, n'a pas un coût environnemental trop élevé? Alors, merci beaucoup pour la question, Camille. En fait, le développement des infrastructures, ou l'infrastructure de façon générale, est la base du processus de digitalisation. On ne peut pas parler de numérisation de l'économie sans avoir une infrastructure d'éthique. C'est une question de base.
Ensuite, la question est comment développer ces infrastructures dans les pays de façon intelligente pour pouvoir servir la croissance économique du pays et les différents secteurs. En fait, le développement d'infrastructures, de façon générale, dans chaque pays, il se fait à travers les opérateurs. Donc, le développement des réseaux se fait, le driver, c'est un driver économique, commercial, se fait par rentabilité, parce que les opérateurs vendent le service en question et que ce soit rentable. Sauf que dans certaines régions, la population ciblée ou bien la superficie, elle est tellement énorme que parfois la rentabilité n'est pas évidente. Et c'est là que intervient l'État parce que l'infrastructure d'éthique, vu son importance, elle devrait garantir l'égalité des chances entre tout le monde. Et c'est là où l'État jouera un rôle pour garantir ce qu'on appelle le service universel. Il faut que l'accès à la technologie ou au monde digital soit un service universel garanti à toute la population, peu importe où ils sont et peu importe leur pouvoir d'achat. Il faudra un service customisé par catégorie de services. Donc, du coup, on encourage beaucoup, je dis pas mal de fois dans mes discours, que l'infrastructure d'éthique doit être vue comme une infrastructure de base dans un pays. Elle est aussi importante que l'infrastructure routière, aéroportuaire, électrification ou même l'eau courante. Parce que le monde moderne va se baser sur ça. Je pense que tous mes camarades, ils l'ont mentionné. Maintenant, la question, ce n'est pas est-ce que le digital est utile ou non, mais tout le monde est d'accord que le digital est le seul outil ou bien l'outil le plus évident qui permet une accélération de l'économie. Donc, en fait, si on parle de ce principe-là, il faut le mettre comme priorité, dans l'agenda du pays pour qu'il bénéficie d'un support et pour que ce soit un service universel. Ensuite, pour ce processus, il y a aussi une façon intelligente de le gérer parce que la technologie, en termes de TIC, elle diffère. Il y a plusieurs variantes. Il y a la technologie fixe, il y a la technologie mobile, il y a tout ce qui est basé sur fibre optique, sur ADSL, sur 5G, 4G. On entend plusieurs types de technologies. Et tant mieux d'ailleurs parce que il y a des scénarios dans chaque, il y a des technologies pour chaque scénario. Je citerai des exemples. Par exemple, en Afrique du Nord, dans les pays du Maghreb, on peut voir que les technologies mobiles, elles sont très avancées. La partie 4G, 3G, elle est très bien déployée. Les débits garantis, ils sont bien. Et la population couverte, on peut parler à une couverture de plus que 95%. Sauf que on retrouve dans les mêmes pays, les technologies fixes ne sont pas vraiment très bien. La qualité de service des technologies fixes ne sont pas forcément bien. Donc, c'est le constat des 10 dernières années parce que le scénario était d'aller rapidement. Les technologies mobiles étaient très rapides à déployer et leur rentabilité elle était évidente. Sauf que maintenant, avec l'explosion de l'usage de data, avec le télétravail, avec le développement de certains secteurs comme l'éducation en ligne, eh ben, ce n'est plus suffisant de se baser juste sur les technologies mobiles. Il faudra vraiment penser à des technologies plus pérennes à long terme, comme la fibre optique ou les variantes de la DSL, le VDSL, le XDSL, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des technologies pour une époque, pour une période, et pour un cas d'usage. Et nous, en tant que fournisseurs d'infrastructures, notre métier, c'est de pouvoir accompagner la partie prenante pour lui fournir la technologie qu'il faut pour le scénario qu'il faut. On n'a pas besoin parfois d'avoir un éléphant pour écraser une mouche. Parfois aussi, on a besoin d'une infrastructure assez robuste pour des scénarios assez gourmands en termes de consommation de data. Donc, l'idée, c'est d'avoir la bonne solution technologique pour le scénario. Deuxième volet, vous avez évoqué aussi le volet énergie parce que la technologie elle est dépendante aussi du réseau d'électrification dans le pays. Donc, l'électrification, elle n'est pas, le réseau d'électrification
Le réseau électrique n'est pas déployé de la même façon d'un pays à un autre. C'est pour ça aussi qu'on doit s'adapter et pouvoir donner des solutions alternatives basées sur des énergies renouvelables. Et on sait très bien qu'il y a plusieurs pays en Afrique qui ont vraiment un potentiel assez conséquent en termes d'énergie solaire ou d'autres types d'énergie renouvelables. Donc, Huawei essaye de fournir des solutions et des technologies pour des scénarios bien définis. Maintenant, si je reviens à cette question de scénario, qu'est-ce qu'on veut dire par scénario? C'est, en anglais, on appelle ça the use case. Maintenant, on a parlé de la contribution du digital dans le secteur de l'économie, mais chaque secteur de l'économie représente un scénario particulier. Par exemple, la santé, le transport, l'éducation, les finances, etc. Je pense que mon collègue tout à l'heure, il a mentionné l'exemple des finances, du mobile money. Mais moi, j'évoquerai un autre secteur, par exemple, du transport, où la technologie paraît moins évidente dans ce secteur, mais si on peut rentrer dans le détail, on peut voir vraiment quelle est la contribution de la technologie. Si on prend, par exemple, les points névralgiques dans un pays, on parle, par exemple, des ports et des aéroports. D'accord, il y a certains pays qui ont des ports, il y en a d'autres que non. Mais de façon générale, ce sont des centres névralgiques pour un pays dont l'efficacité va influencer le rythme de la croissance économique, parce que l'import et l'export des marchandises, c'est ce qui influence sur le rythme de développement des économies dans un pays. Eh bien, les pays qui ont adopté la technologie au sein de ces points névralgiques peuvent aller beaucoup plus rapidement. Par exemple, si on part d'une gestion automatique des conteneurs au niveau d'un port, ou dans lesquels on installe ce qu'on appelle IoT, Internet of Things, d'accord, où les machines peuvent coopérer ensemble pour assurer un service rapide, ça pourrait vraiment un impact très positif sur la fluidification du passage de la marchandise. Donc ça, c'est un cas d'usage. Même chose pour les aéroports. Donc, il y a des aéroports où il y a des millions de passagers. Si on les gère de façon traditionnelle en se basant sur des ressources humaines, on sera trop lent et l'expérience client sera très mauvaise. Donc, les aéroports qui se sont digitalisés, ils ont su gérer ce flux et en même temps être plus attractifs pour donner une expérience client meilleure. Donc ça, c'est un cas d'usage pour le secteur du transport. Il y en a des cas d'usage, il y en a encore d'autres. Par exemple, pour l'agriculture. L'agriculture, on sait que l'Afrique dispose de ressources incroyables en termes de terres fertiles, etc. Sauf que dans certains pays, il y a un problème de disponibilité ou bien de ressources en eau d'irrigation. C'est l'eau qui devient une ressource critique. Avec la technologie, on peut être aussi beaucoup plus efficace parce que la technologie pourra gérer mieux l'usage de l'irrigation, par exemple, et faire un meilleur usage de cette ressource critique qui est l'eau. En même temps, la technologie aussi pourra aider à avoir une meilleure rentabilité par hectare. D'accord, ça a été démontré. Et ce cas d'usage, ça devient un cas classique. Donc, la rentabilité par hectare dans le secteur agricole. C'est pour ça qu'on trouve que dans certains pays développés, la rentabilité des terrains agricoles, elle peut aller jusqu'à 10 fois plus que dans d'autres pays. Et je pense que la technologie joue un rôle très, très important dans cette efficacité-là et cette rentabilité-là. Donc, les cas d'usage, de façon générale, ils diffèrent. C'est pour ça que le pays doit imaginer le cas d'usage, préparer son infrastructure, préparer le cadre législatif, préparer aussi la façon avec laquelle il veut booster ce scénario-là. Et je pense que si tous ces facteurs-là se rassemblent, eh ben, ce cas d'usage ou bien ce scénario va se développer. Et bien sûr, la formation des ressources humaines reste aussi un prérequis très important pour couronner le tout. De façon générale, nous, chez Huawei, on croit à 3 choses. Si au niveau d'un pays, on peut assurer la bonne transaction de l'argent, la bonne transaction de la marchandise et le mouvement des personnes. D'accord? Avec ces 3 facteurs-là, l'économie va vraiment se porter beaucoup mieux. Si on fluidifie ces transactions-là, que ce soit des personnes, la marchandise ou de l'argent, les choses iront beaucoup, beaucoup mieux et la technologie peut jouer un rôle très important là-dedans. Maintenant, par rapport à votre question sur l'impact écologique.
C'est vrai qu'on dit que la technologie, elle est consommatrice d'énergie. Oui, c'est vrai, d'accord? Sauf qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de faire pour diminuer la consommation en termes d'énergie. On voit que les nouvelles technologies, par exemple, la 5G, elle consomme, enfin, si on compare l'efficacité, la consommation d'énergie par rapport à la bande passante qu'offre la 5G, elle est 10 fois plus efficace que la 4G. Donc, on voit que l'évolution des technologies, elles sont dans ce sens-là parce que tout le monde est conscient que l'impact carbone ou la pollution ou l'impact environnemental devient un vrai challenge pour la planète. Donc, la technologie, elle est en train de s'orienter là-dessus. Et nous, en tant que fournisseur d'infrastructures, c'est un des points sur lesquels on a investi beaucoup en termes de recherche. Et c'est vraiment le highlight, c'est le point fort de nos produits qui consomment de moins en moins d'énergie que les générations précédentes. Alors, donc ça, c'est l'impact direct des équipements électroniques en termes de consommation. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un impact indirect. Parce que, encore une fois, la technologie, si elle permet quelque chose, elle permet d'avoir une gestion plus efficace des ressources. Donc, la technologie, elle permet aussi d'optimiser l'usage et la consommation d'énergie dans pas mal de secteurs, que ce soit en industrie ou autre. D'accord? Donc, il y a dans certains scénarios industriels, agricoles ou autres, hein, il y a beaucoup de gaspillage que la technologie peut vraiment optimiser. Donc, il y a des impacts directs de la technologie en termes de consommation et tout le monde est en train d'œuvrer pour diminuer cet impact-là. Mais il y a aussi un impact positif qui est indirect, on ne peut pas le quantifier parce que la technologie permet vraiment d'être plus efficace en termes de gestion de ressources et l'énergie en est une. Et on peut voir ça, par exemple, sur le secteur automobile. Maintenant, on voit une vraie, très forte tendance pour le secteur automobile de passer vers la voiture électrique, dont l'impact carbone il sera beaucoup mieux que la voiture traditionnelle, que ce soit essence ou gasoil. D'accord? Donc, la technologie va jouer un rôle très important selon cet angle de vue-là pour réduire l'impact environnemental sur notre planète. Donc, de façon générale, si je résume ce que je veux dire, c'est que la technologie n'est plus un choix. Ce n'est plus un pays ne peut pas choisir s'il doit se digitaliser ou non. Je pense que le train il est déjà parti. C'est vrai que le continent africain il était un petit peu en retard par rapport à d'autres types d'industries qui sont plus lourdes, mais pour la technologie il y a vraiment un avantage, c'est que on peut se rattraper très rapidement parce que celui qui va miser sur la technologie peut avoir accès aux dernières générations en très peu de temps. On n'a pas besoin d'avoir un vécu industriel très lourd c'est pas comme le secteur automobile ou le secteur de l'industrie lourde, etc., ou l'industrie manufacturière, pour avoir une culture dans un pays pour se rattraper. Pour la technologie, si on y va, on a les dernières générations et on peut bâtir là-dessus. Donc, c'est vraiment un avantage. Ce n'est plus un choix. Et ça a été démontré que c'est l'outil le plus évident pour booster l'économie. Et encore une fois, la technologie permet de faire un meilleur usage des ressources. Les ressources, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est le temps, etc. et les personnes. Et aussi, elle peut faire abstraction au lieu et aux distances. Donc, du coup, on peut vraiment imaginer des scénarios multiples qui peuvent vraiment avoir un impact très positif sur un pays et sur la qualité de vie des personnes. Et je pense que ça rentre dans les objectifs des ODD des Nations Unies. Merci beaucoup pour cette réponse bien fournie. Justement, on parle de la technologie qui permet d'optimiser les ressources énergétiques. Je m'adresse du coup à Amadouli parce que sa solution vise justement dans cette optique à éviter le gaspillage, éviter de gaspiller l'énergie tout en fournissant l'électricité au plus grand nombre. Donc je crois, Amadouli, qu'on est tout à fait là-dedans, la technologie pour protéger l'environnement quelque part. Absolument. OK, c'est bon, vous m'entendez? A priori, oui. OK, parfait. Donc, je disais oui, absolument. Je souriais un peu pendant l'intervention de M. Adnan parce que
Il nous a tendu la perche à 2-3 reprises sur les technologies qui permettent d'optimiser les ressources et les ressources énergétiques, ressources en eau. Et il a parfaitement raison en disant que, bien sûr, les technos consomment, le développement technologique entraîne une augmentation de la consommation, mais en face, il y a également des solutions technologiques qui permettent justement d'encore mieux maîtriser ces consommations-là et bien implémenter à grande échelle, ça permet de faire des économies. Juste avant de venir à la réponse, j'aimerais également rebondir sur quelque chose qu'il a dit. Il a parlé de trains qui étaient déjà partis. Bon, heureusement qu'il y a plusieurs trains pour différents secteurs d'activité et que tous les trains ne sont pas encore partis. Donc, il y en a qui sont encore en gare, d'autres même qui sont encore en préparation. Et le but maintenant, et c'est amusant cette métaphore du train, parce que si vous allez sur le site de Akili, vous verrez dans le mot du directeur général, à un moment donné, à la fin, je parle justement de l'obligation pour les pays africains, justement de faire partie et de monter à bord de ce train, et de ne pas rester sur le quai. Et pas seulement être des passagers, mais de monter à bord dans la locomotive pour être justement parmi un co-driver, pas juste être embarqué dans le train et de se faire mener un peu partout, je ne dirais pas en bateau, mais en train, pour un voyage sans fin. Donc, et en l'occurrence, c'est ce que nous avons décidé de faire dans le secteur de l'énergie. En l'occurrence, c'est ce que nous avons décidé de faire en apportant des solutions auprès des opérateurs électriciens pour, par exemple, voir comment est-ce qu'on peut réduire les pertes. Les pertes dans le système électrique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si on prend l'exemple du Sénégal, d'après nos études et nos analyses prospectives, c'est près de 1300 milliards de francs CFA, c'est près de 2 milliards d'euros, d'accord, ou presque 2,5 milliards de dollars qu'on pourrait perdre dans les 10 prochaines années. Pendant ce temps-là, on subventionne ou on compense le déficit de la société d'électricité parce qu'on doit bloquer les prix pour les questions de soutenabilité pour les consommateurs ou bien pour les questions d'inefficacité de la société, de l'opérateur électricien. En tout état de cause, on subventionne. On vient de voir récemment des articles sortir au Sénégal dire que la Sénélec a bénéficié de 99 milliards de francs CFA, donc près de 150 millions d'euros de subventions pour l'exercice 2019. L'exercice 2020 n'est pas encore sorti, mais on sera sûrement au-delà de ces mêmes 150 millions d'euros. Ces 250 millions d'euros-là, ça fait déjà 300 millions à 400 millions d'euros qu'on va injecter dans la société pour les questions d'inefficacité. Et à côté de cela, ça c'est l'inefficacité opérationnelle de manière générale, parce que la réduction des pertes aurait permis justement d'améliorer cette efficacité-là. Mais pour des questions également de contraintes économiques, parce que, encore une fois, si on laissait le juste prix s'appliquer, ça deviendrait insoutenable et pour les entreprises et pour les ménages. Donc, nous avons décidé d'apporter des solutions qui, pour les opérateurs, leur permettent de, par exemple, superviser tous les systèmes électriques depuis les centres de production jusqu'au niveau du client final pour pouvoir suivre justement le flux d'énergie qui transite en chaque point du réseau, en chaque nœud du réseau, être capable de faire des bilans énergétiques en chaque nœud du réseau et être capable par là même de localiser les pertes et de dire à l'opérateur, voilà où est-ce que vous êtes en train de perdre techniquement ou si c'est des pertes non techniques, alors pour certaines, c'est des fonctionnalités déjà intégrées dans les compteurs intelligents, pour d'autres, c'est de l'algorithmique, c'est-à-dire des applications ou des solutions d'intelligence artificielle qu'il faut développer pour que par effet d'apprentissage, on finisse par être capable de reconnaître, par exemple, les clients qui fraudent. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de nos solutions, mais c'est vraiment le genre de choses qu'on est capable de faire pour les cas qu'on n'est pas capable de détecter automatiquement à partir du compteur. La partie logicielle permet d'apporter des solutions, alors qui n'ont pas éradiqué tout ce qui reste comme cas de fraude, mais qui vont encore repousser encore les limites de la fraude. Et ça, c'est extrêmement important de se dire que ces solutions technologiques, elles existent. Elles ne sont pas, pour certaines quand même c'est de la rocket science, mais ça reste accessible aux ingénieurs que nous sommes. Et qu'on soit à Paris, à Dakar, à New Delhi, où on veut, les lois de la physique restent les mêmes, les lois mathématiques restent les mêmes. Et donc, si les gens ont été bien formés, ils devraient être capables de justement mobiliser leur intelligence pour aller chercher justement et développer des solutions qui permettent de faire d'améliorer cette performance des opérateurs électriciens. C'est extrêmement important. Nous avons justement un projet pour le Sénégal où on parle d'un investissement de près de 300 millions d'euros sur 10 ans pour aller chercher environ 700 millions d'euros de savings, donc d'économies sur le système électrique au cours des mêmes 10 années. C'est l'équivalent d'un projet à la Linky avec certaines couches supplémentaires que nous avons intégrées
parce que il y a des problématiques qui existent ici, qui n'existent plus en Europe. Et donc, les gens, quand ils font le Linky, ne pensent pas apporter des solutions à ça, parce que c'est déjà réglé par ailleurs. Alors que chez nous, il y a encore la possibilité, avec le digital, d'arriver à développer des solutions qui permettent justement d'aller chercher ces problèmes-là et de les adresser de manière très efficace. Ça, c'est un des éléments. Du point de vue des consommateurs, alors peut-être que ce qui drive comment on appelle ça, la motivation des consommateurs, c'est ou le pouvoir d'achat ou la compétitivité quand on parle des entreprises. Très bien, donc un driver économique. Mais il se trouve que l'impact écologique, il est net également dès lors que les gens disposent de solutions, comme nous leur offrons, de pouvoir suivre en temps réel leur consommation d'énergie, de les comprendre, de les contrôler et de pouvoir justement agir sur elles. Et si je peux faire en sorte qu'on gagne 1 watt-heure par ici qui devienne 1 kWh, puis après 1 MWh, puis après 1 TWh, etc., eh bien, c'est autant d'énergie qu'on aurait gaspillé, qu'on n'a pas gaspillé, en tout cas si on regarde en consommation spécifique, parce qu'on peut dire que cette énergie-là, on la met à la disposition des gens qui n'ont pas accès à l'énergie. Très bien. Donc en faisant cela, on augmente l'accès à l'énergie. Mais on n'a pas réduit l'impact écologique puisque c'est toujours la même quantité d'énergie qui est en train d'être consommée. Mais si on réfléchit en termes de consommation spécifique, c'est-à-dire des kilowattheures par habitant, par exemple, naturellement, on aura forcément eu un impact écologique fort et ça contribue à l'amélioration, effectivement, ou en tout cas à la réduction des émissions de CO2 et donc à l'amélioration des capacités d'atteinte de ces ODD, en tout cas un des ODD. Ça, c'est extrêmement important. Donc là où je voudrais terminer, c'est de dire que l'initiative comme une initiative comme Akili, c'est une initiative que nous pouvons répliquer dans différents pays. Akili, c'est 100 emplois directs créés en l'espace de 3 ans au Sénégal et des emplois hautement qualifiés. C'est plusieurs dizaines d'emplois indirects créés dans d'autres secteurs, notamment les installateurs des compteurs intelligents que nous utilisons, etc. C'est un programme de création de 1000 emplois directs au Sénégal sur les 10 années qui viennent, là, toujours. Et c'est une ambition régionale parce que ce que nous faisons là peut être répliqué en vérité dans d'autres pays de la sous-région. Et nous sommes justement, et donc j'ai saisi l'opportunité d'avoir cette plateforme pour dire aux gens qui nous écoutent ou qui nous écouteraient derrière en podcast, que nous sommes ouverts à toute opportunité de coopération dans un autre pays parce que nous avons déjà fait nos preuves ici, nous savons que ce que nous avons entre les mains marche et nous savons que ce que nous avons est tel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est taillé sur mesure par rapport à des problématiques africaines. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le train n'est pas encore, enfin tous les trains en tout cas ne sont pas encore partis. Il y en a qui sont encore là et nous sommes à bord de certains d'entre eux. Et moi je considère, vous parliez du use case tout à l'heure, Adnan, effectivement, moi, je considère que dans nos applications, il y a des use cases que nous avons développés et que vous n'avez pas, par exemple, quand vous allez voir Linky. C'est une évidence. Vous pouvez aller voir Enedis, etc. Il n'y a pas moyen que certaines de nos use cases, ils les aient mis dedans parce que tout simplement, ils n'ont pas ces problématiques-là. Ils n'ont plus ces problématiques-là. Or, ils vont avoir ces problématiques-là parce que le groupe EDF, par exemple, va vouloir se déployer en Afrique. Or, quand ils vont arriver en Afrique, le copy and paste ne va pas marcher. Il va falloir les adapter aux réalités locales. C'est là où justement cette implication des jeunes, ou en tout cas des entrepreneurs, jeunes ou pas jeunes, ça c'est pas important, mais en tout cas des entrepreneurs locaux est extrêmement importante et vraiment tout acteur privé ou public qui se dit être intéressé par les solutions que Akili développe, nous sommes justement ouverts à voir comment est-ce que nous pouvons étudier des axes de partenariat dans leur pays. Voilà. Merci beaucoup et c'est tout à fait passionnant ce que vous dites et je pense qu'effectivement aussi comme vous qu'il y a plusieurs trains et on pourrait maintenant s'intéresser au train de la santé, notamment de la e-santé avec Aïcha Dembélé et voir justement comment vous parliez de ces solutions qui sont propres à l'Afrique. Aïcha, je me tourne vers vous pour vous demander cette solution que vous avez développée, Sodocotoro. Est-ce qu'elle adresse justement des spécificités africaines et dans ce mode-là, est-ce qu'elle a vocation à s'exporter ailleurs qu'au Mali? Aïcha, est-ce que vous m'entendez? Votre micro? Votre micro est éteint. Je crois qu'il n'est toujours pas allumé. Aïcha, il faudrait cliquer sur le petit micro si vous le voyez en bas.
je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je vais peut-être passer la parole à Monsieur Camara en attendant de voir si on arrive à vous retrouver. Je crois que Aïcha a été déconnectée. Donc, Monsieur Camara, je vais m'adresser à vous donc, pour une deuxième question. On a parlé de plusieurs secteurs d'activité, mais il ne faut pas oublier, vous en avez un petit peu parlé au début, de la modernisation des services publics, parce que si ce n'est pas un ODD en tant que tel, il permet, la modernisation des services publics permet quand même à tous les citoyens, permet d'inclure les populations qui sont souvent écartées de ces processus. Et voilà, comment donc justement cette modernisation de l'État public peut permettre d'inclure davantage les populations au Mali et voilà, pourquoi pas ailleurs en Afrique. Monsieur Camara. Merci beaucoup. En fait, une excellente question parce que, en réalité, si nous faisons une analyse du rôle des administrations publiques, plus elles sont performantes, mieux on peut aller vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Si vous avez imaginé un État où vous n'avez pas les services de l'État, les services offerts aux populations qui ne sont pas dématérialisées, et que cet État ne soit pas informatisé, évidemment, on ne parlait là même pas d'ODD, parce que c'est impossible, quasiment impossible. Donc, je pense que, en fait, si nous voulons véritablement aller vers un développement durable à travers le monde, il faut d'abord commencer par développer les services offerts aux populations et les services offerts aux entreprises. Et ce sont les administrations publiques qui ont en charge de justement préparer l'environnement juridique institutionnel et de créer un écosystème qui permet aux entreprises et aux individus de pouvoir mieux se développer et de pouvoir faire leur business. Donc, il est vraiment sans aucun doute que les États doivent aller vers la digitalisation totale et surtout les États africains. Je vous ai parlé tout à l'heure du cas judiciaire, mais je prendrai plutôt l'objectif 12 des ODD, qui est vraiment la consommation, la production et la consommation. Vous prenez le Mali en cette période actuellement, vous partez dans n'importe quel coin de la rue, vous trouvez des mangues à gogo et ça pourrit. Donc, alors que vous demandez juste à côté au Sénégal, ils paieront vraiment beaucoup plus cher pour pouvoir bénéficier de ces mangues-là, des mangues frais et des mangues fraîches et qui tombent des arbres et qui pourrissent sous les arbres. Vous avez des dames qui passent la journée au bord d'une route pour pouvoir espérer vendre 500 francs CFA, c'est-à-dire à peu près environ moins d'€1 par jour, parce que c'est ça. Donc, le digital, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions créer une véritable entreprise, commerce pour la production, mais aussi jusqu'à la consommation, la satisfaction du client final. Donc, l'administration, de façon générale, n'a pas le choix que de se moderniser. Adnan l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes en train de dire que le numérique, c'est un outil pour le développement. Je l'ai dit au début, ce n'est pas un outil, c'est l'outil, c'est le seul outil. Il n'y a pas d'autre choix. Et on va arriver à un moment où les États n'auront pas le choix que de se moderniser, que de se digitaliser. Les différents documents papier vont disparaître pour faire place à l'interopérabilité entre les humains, parce que nous sommes en train aujourd'hui de connecter des objets. Nous sommes en train de connecter des personnes. Nous sommes capables aujourd'hui, en fait, les technologies sont capables aujourd'hui de pouvoir suivre un individu à temps réel, de pouvoir le traquer et pouvoir suivre l'ensemble de ses mouvements et même sentir ou même pressentir ses désirs. Et vous savez aujourd'hui que les entreprises, la GAFAM, c'est ce qu'ils font. Donc, on nous vend des choses à l'avance. On sait qu'à quel moment donné, nous allons avoir soif.
la technologie permet aujourd'hui de découvrir cela. Donc, les États qui veulent se développer, les États qui veulent offrir un meilleur service à leur population et qui veulent simplement avoir une stabilité, une paix durable, n'ont pas d'autre choix que de s'appuyer et de s'appuyer sur le numérique afin de dématérialiser les processus. Pour que, une chose, mieux organiser le travail, mieux organiser, mieux connaître les besoins des populations et pouvoir identifier les services à offrir à ces populations-là. Vous voyez, dans le cadre de notre pays, de plus en plus aujourd'hui dans nos capitales, je suis allé à Dakar, il est impossible aujourd'hui de circuler à Dakar à certaines heures, il est impossible de circuler à Bamako à certaines heures. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons décidé de prendre, vous prenez un axe, nous avons décidé de créer des écoles sur les axes. Nous avons décidé de créer des commerces sur les axes, le même axe. Nous avons décidé de créer des marchés sur le même axe, alors que nous avons beaucoup d'autres axes, en réalité, où il n'y a pas d'école, où il y a la fluidité, etc., etc., parce que ce sont des axes principaux, des axes qui sont les plus sollicités, et donc tout le monde veut s'implanter sur ces différents axes parce qu'on pense qu'en s'y installant, nous gagnons plus. Et ça, le rôle de l'État, justement, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes d'information qui permettent de mesurer le trafic, la démographie d'un quartier vers un autre. Aujourd'hui, je prends un quartier comme Bourkassoumbour, c'est en commune 1 du district de Bamako. Si vous y habitez là-bas et que vous travaillez à 15 km plus loin, c'est-à-dire à l'ACI 2000, vous pouvez passer 1h30 entre votre lieu de résidence et votre lieu de travail. 15 km. C'est incompréhensible. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que sur ce axe-là, vous avez tous les commerces dessus. Et tout le monde prend le même truc. Donc, il est impossible de savoir que sur la route, il y a des bouchons. Il est impossible de savoir que nous devons simplement déplacer certaines écoles qui se trouvent sur l'axe ACI Bourkassoumbour, les amener plutôt sur l'axe ACI Marché de Médine, etc. Donc, nous avons de l'anarchie. On installe des entreprises, on installe des commerces, on installe des écoles sans véritable, parce que nous n'avons pas mis en place des outils qui permettent d'analyser le besoin, le trafic en matière de déplacement, en matière de soins, etc., etc. Donc, les administrations, si par contre, nous avions des administrations qui étaient plus digitalisées et que les décisions d'installation d'un commerce sur une route, les décisions d'installation d'une pharmacie sur une route vont dépendre d'un certain nombre d'analyses, notamment démographiques, d'un certain nombre d'informations, notamment d'écoles sur l'axe, pour pouvoir simplement jouer sur la rationalisation des déplacements. Donc, vous voyez, ça c'est l'exemple, par exemple, en matière de flux. Et toutes les capitales africaines aujourd'hui sont souffrent à cause de ça. Parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Il est plus facile de déplacer et de mieux gérer les déplacements que de pouvoir faire de nouvelles routes et de pouvoir mettre des moyens de transport. Donc, ça, ce sont des choses qui obligent nos États à aller. Nous prenons le cas des citoyens. Vous avez des citoyens? Monsieur Camara, vous m'entendez? Oui. Je vais vous demander de conclure un petit peu cette réponse parce que malheureusement, le temps file à une vitesse incroyable. Le thème est tellement intéressant qu'il y a tellement de choses à dire. Si je prends justement le cas des citoyens, est-ce que moi, en tant que je suis dans une zone UEMOA, je suis dans une zone économique où les choses sont possibles, mais en réalité, parce que les administrations de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina et autres ne sont pas interopérables, les systèmes d'information des entreprises n'agissent pas, ne peuvent pas se parler, les hommes ne peuvent pas communiquer, je ne peux pas savoir que voilà, telle personne qui arrive chez moi, quelle est son identité parce que je n'ai aucun moyen de contrôle, donc je dois pouvoir le contrôler également grâce au digital. Pour dire, dans quelques années, on aura simplement des citoyens du monde où vous allez vous promener peut-être avec une puce où on va pouvoir vous identifier et cette puce sera détectable au niveau des aéroports, au niveau des frontières, sans pour autant qu'on vous emmerde parce que et grâce à la puce aussi, vous serez capable de faire vos soins,
vos déplacements, vos achats et même vos loisirs, accéder à vos lieux de loisirs. Merci. Merci beaucoup. Donc, on parlait, vous avez conclu en parlant de soins. Donc, je me tourne à nouveau vers Aïcha. Je ne sais pas si Aïcha, votre micro fonctionne. Alors, je crois qu'on vous entend. Est-ce que vous pouvez me parler pour voir si ça fonctionne? Je ne sais pas si vous m'entendez, je suis là. Là, ça y est. Voilà, parfait, parfait. Je vous repose ma question de tout à l'heure. Voilà, c'était de savoir si l'Afrique était bien, en tout cas l'Afrique de l'Ouest était bien entrée sur les voies de ce train de la e-santé. Et est-ce que, avec le bel exemple de Sodoko Toro, et est-ce que cette solution et peut-être d'autres de e-santé ont vocation à répondre à certaines problématiques très spécifiques à l'Afrique, on va dire à l'Afrique de l'Ouest? Ok, merci Camille. Par rapport à cette question, ça fait appel aux différentes études et aux différents constats que nous avons réalisés lors des études sur le marché. Donc, suite à ces constats, il se réside au déplorable suite au constat déplorable des patients en queue pendant des heures interminables pour obtenir une consultation. Il y a aussi des difficultés de déplacement des enfants, des personnes âgées. Donc, du coup, nous avons décidé d'explorer ce potentiel marché afin d'en combler le gap. Donc, à travers nos études, nous avons découvert que le Mali est un pays où la dépense moyenne dans la santé par ménage s'est élevée à 43 154 francs CFA, soit 66 euros. Or, le salaire minimum ici au Mali est estimé à 62 000 francs, soit 95 euros. Donc, en dépit de cela, nous avons constaté également une inégalité d'accès aux soins entre les ruraux et les citadins dû au reculement de certaines zones rurales des structures de santé, ce qui entraîne l'un des plus faibles ratios de fréquentation des structures de santé, avec 0,33 nouveaux contacts par habitant par an, selon l'annuaire du système d'information sanitaire du Mali 2010. Donc, en contrario, de l'autre côté, seulement 60 médecins ont été recrutés par l'État malien lors du dernier concours d'entrée à la fonction publique sur 10 000 candidats qui s'étaient présentés. Donc, les 1940 sont au chômage. Ainsi, le Mali n'a pas assez de médecins, mais nous en avons tant qui sont au chômage. Donc, tous ces constats peuvent se traduire par des décès qui peuvent survenir à cause d'un recours tardif aux services de santé liés à la distance, au manque de personnel de santé qualifié, au chômage de jeunes médecins et à la pauvreté. Donc, pour y passer, Sodoko Toro est donc sorti de l'ombre. Donc, à raison d'une conjonction de facteurs favorables dans la sous-région, nous ambitionnons d'exporter la solution dans la sous-région et partout en Afrique. Donc, ces facteurs sont le coût de connexion Internet à tendance baissière. Aussi, le débit Internet est en augmentation dû à la généralisation de la 3G, de la 4G et bientôt de la 5G. Il y a également le partage d'un espace sous-régional marqué par l'harmonisation du droit des affaires, des réalités socio-économiques. Donc, à ces jours, nous réalisons un pilote en testant les modes de consommation de la solution dans le district de Bamako. À travers les retours d'expérience ici de nos premières consultations, nous envisageons d'étendre notre offre de services pour y inclure la télémédecine, surtout en cette période du COVID-19. Donc, avec l'appui, l'assistance de l'Ordre des médecins ici au Mali et l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale ici au Mali, nous pourrons bientôt donc démarrer ces travaux. Et si tout se déroule comme prévu, ça sera avant la fin de cette année. Et voilà. Merci beaucoup Aïcha pour ce témoignage. L'heure file, on arrive déjà à la fin de notre conférence. Je voudrais quand même prendre quelques questions du public. Alors, elles sont pour Huawei, donc pour Adnan Ben Alima. Il y a plusieurs questions en ce qui concerne plutôt la formation et le soutien aux startups.
Alors, je vois une première question qui sont quelles sont les directives de Huawei au niveau des universités virtuelles de l'Afrique, particulièrement au Sénégal. Et je vous en adresse une autre que je retrouve tout de suite. Il s'agissait, voilà, est-ce que Huawei, au-delà des formations, au-delà de l'appui aux formations, finance la création de start-up ou à certains, comme des incubateurs, voilà, mis en place en Afrique, Adnan, si vous pouvez répondre à ces deux questions. Bien sûr, merci aux interlocuteurs pour les questions. Alors, pour la première partie, si je comprends bien, c'était relatif aux universités virtuelles. D'accord. Donc, de façon générale, nous, on croit beaucoup à l'éducation à distance. D'accord. Encore une fois, j'en ai parlé peut-être tout à l'heure de façon un peu abstraite, mais la notion de cloud dans la technologie, c'est d'avoir des ressources donc qui sont donc c'est des ressources éloignées qui peuvent être utilisées n'importe où. Donc ça, c'est valable pour des machines, mais c'est aussi valable pour tous les secteurs, notamment l'éducation. On n'a pas besoin de dédier des professeurs dans un endroit bien précis ou limiter la connaissance à un pays ou à un autre. Donc du coup, l'éducation à distance, c'est vraiment un moyen de partager le savoir n'importe où et n'importe quel moment. On a fait des collaborations avec plein d'universités, on a aussi signé des conventions avec l'UNESCO pour le développement de l'éducation, notamment au Sénégal. Donc, on a un programme très ambitieux au Sénégal en coopération avec l'UNESCO. Et moi, je ne parlerai pas d'université virtuelle seulement, mais de façon générale, c'est les cours en ligne que nous, on peut proposer. Donc, il y a une variante assez, une multitude de modules qui seront disponibles. Et il y a une volonté assez importante de partager le savoir de façon directe ou à travers une façon indirecte à travers les universités avec qui on travaille. Donc ça, c'est par rapport à l'éducation à distance ou bien à l'université virtuelle. Ensuite, la deuxième question, c'est par rapport à l'incubation des startups. Nous, on est très actifs dans l'écosystème de la formation. On essaie de partager notre savoir-faire avec les étudiants, avec les universités locales, etc. Et on a même développé des coopérations dans certains pays, comme l'Égypte, par exemple. On a développé un programme qui s'appelle ITB. Donc, c'est ICT Talent Bank. C'est une banque de talent dans l'éthique. Et on a signé une convention même avec le ministère du Travail local pour pouvoir mettre en relation les jeunes diplômés et ceux qui ont reçu cette certification-là avec les recruteurs. Et d'ailleurs, on organise pas mal de fois des sessions de recrutement entre nos partenaires, entre les acteurs d'éthique dans ce pays-là et les potentiels candidats. Donc, on essaie de partir de la partie formation jusqu'à l'embauche, jusqu'à l'emploi. C'est vrai qu'on manque un petit peu sur la partie start-up. On ne fait pas d'incubation de start-up pour le moment, mais on est actif sur l'encadrement des start-up parce que dans pas mal de pays, on est en train de développer ce qu'on appelle des innovation centers, donc des centres d'innovation avec les gouvernements locaux. Nous, on contribue avec les moyens technologiques, avec les plateformes qu'on peut donner. Et ces centres d'innovation peuvent permettre à des startups spécialisées dans l'éthique de pouvoir accéder à ces plateformes-là pour tester, pour faire des recherches ou pour s'agrandir de façon générale. Donc, nous, de façon directe, on ne fait pas d'incubation de startups, mais on coopère et on a une vision très positive de coopération avec les incubateurs, que ce soit publics, c'est l'État, ou privé. Il y a certains opérateurs comme Orange aussi qui incubent des startups. On les aide aussi, mais de façon indirecte. Pour la levée de fonds, non plus, on ne fait pas ça. Je pense que chacun il doit contribuer à sa façon. Encore une fois, on croit à l'écosystème. La levée de fonds se fait par les gens spécialisés dans le système financier et bancaire. Nous, on est acteurs technologiques, on se concentre sur ce que nous, on sait faire et on essaie de partager au plus, d'accord, notre savoir-faire et notre technologie. J'espère qu'on fera plus pour les startups, ça, on est conscient de ça, mais on trouvera la bonne formule de donner plus d'opportunités
à ces startups, pas forcément en termes d'incubation seulement, mais aussi en termes on doit les nourrir, ces startups, on doit leur offrir des marchés, on doit les faire vivre. Donc, selon cet angle de vue, on est en train de penser qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour avoir des startups et pourquoi pas des licornes africaines qui vont évoluer dans le futur. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois qu'on a déjà dépassé le temps imparti pour cette conférence. Je voulais donc remercier tous nos panélistes pour ces échanges absolument passionnants. On pourrait en parler des heures et il est vrai qu'il y a 17 ODD, autant de problématiques, autant de solutions d'innovation pour y répondre. Donc en tout cas, merci encore une fois à tous d'avoir été présents. Merci aussi au public. Et puis, voilà, moi j'avais envie de dire un petit mot pour vous dire que CIO Mag, nous ici, on est tout particulièrement passionnés par les innovations technologiques, vous le savez, et on adore mettre en avant l'inventivité des entrepreneurs du continent. Je voulais juste signaler que notre prochain numéro donc, sera un hors-série et nous mettrons en valeur 20 jeunes, 20 talents issus de plusieurs pays d'Afrique qui agissent pour faire bouger le continent. Parce que nous sommes convaincus, tout comme l'ensemble des panélistes et l'ensemble du public, j'en suis sûre, que l'Afrique est bien le continent de demain et que le digital servira à révéler tout son potentiel. Merci encore à toute l'équipe de CIO Mag, merci à tous nos partenaires, merci à Livestorm qui nous accueille sur cette plateforme et je vais repasser la parole à Mohamedou Diallo pour le petit mot de la fin. Merci à tous et à très bientôt. Très bien, merci beaucoup. Merci Camille pour cette belle modération. On a assisté à un panel très passionnant avec des acteurs dans des secteurs divers, publics comme privés, des startups qui nous ont apporté des réponses à des problématiques qui sont posées. Ce qu'on retiendra de cette conférence, c'est que l'Afrique n'a pas encore raté le train. Le train, apparemment, il y en a plusieurs. On essaiera de s'accrocher sur le prochain train de l'innovation pour apporter des réponses à l'emploi, apporter des réponses à ces problèmes énergétiques, puisque aujourd'hui, plus de 50% de la population africaine n'a pas accès à l'énergie, n'a pas accès à l'eau. Donc, je pense que c'est des solutions qui sont aujourd'hui développées par des jeunes. Pour rebondir sur ce que disait mon ami Ahmed Salif Kamara, qu'aujourd'hui, on doit harmoniser et créer des ponts entre les différents pays pour justement créer des solutions qui sont pérennes et qui répondent aux problématiques des pays, puisque aujourd'hui, ce qu'Akili est en train de faire au Sénégal est duplicable au Mali, exactement ce que disait également Aïcha Dembélé de Sodokotoro. La solution liée aux problématiques de la santé, c'est des solutions qui sont certes développées au Mali, mais également duplicables en Côte d'Ivoire ou dans les pays de la sous-région. Donc c'est ça l'idée, l'objectif de ces panels, c'est de pouvoir réunir des experts et promouvoir donc des échanges dans les bonnes pratiques pour faire émerger l'excellence. Là, si je peux me permettre, donc on essaiera de restituer tout cela à travers donc des articles qui vont paraître prochainement sur le site de CIO Mag, avec donc nos réseaux de journalistes qui ont suivi ces panels, donc vont restituer ça de façon fidèle dans les prochains jours, peut-être demain ou après-demain. Vous pourrez accéder à la rétrospective des échanges que nous avons eus, que ce soit en écrit ou la vidéo qui sera diffusée en ligne. Encore une fois, un grand merci à notre partenaire Livestorm qui nous a accompagnés pour la diffusion de ce panel, qui est une start-up également très dynamique qui propose une solution de visioconférence vraiment souple et accessible. Je pense que vous avez pu apprécier la qualité donc, des échanges que nous avons eus. Dommage que Monsieur le ministre n'a pas pu continuer la communication. Il aurait pu également nous apporter des réponses par rapport à l'employabilité des jeunes. Il était en train d'en parler, du soutien qu'apporte sa structure l'ADER pour la Startup Act au Sénégal et d'autres solutions que l'ADER apporte pour justement accompagner l'employabilité des jeunes. Dommage qu'on n'a pas pu, mais vous pourrez trouver son interview sur le site de CIO Mag. Donc, on nous a accordé une interview juste avant ce panel. Merci à tous. Merci encore une fois à M. Adnan Ben Alima de Huawei. Merci à Papa Modoussar, comme je le disais. Merci à Amadouli, cofondateur de Akili. Merci à Ahmed Salif Kamara de l'AGETIC d'avoir répondu à notre invitation et à Aïcha Dembélé de Sodokotoro. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.
Merci à vous.